Bonjour, l'objectif de cette nouvelle capsule vidéo va être de vous faire découvrir l'aménagement du territoire et plus particulièrement l'aménagement du territoire ultramarin. Nous allons donc aborder un nouveau chapitre beaucoup plus large qui s'appelle Pourquoi et comment on aménage le territoire de la France, quels en sont les résultats. Nous aurons donc trois capsules vidéo, épisode 1 les territoires ultramarins, épisode 2 l'aménagement des territoires ultramarins et épisode 3 l'aménagement du territoire métropolitain. Les espaces étudiés seront donc le territoire métropolitain et le territoire ultramarin. Et on retient bien tout de suite que ce qu'on appelle le territoire ultramarin, c'est l'ensemble des territoires qui sont situés en dehors de l'Europe et de la France donc, et qui appartiennent à la France. Tout d'abord, où se trouve ce territoire ultramarin? Comme vous remarquez sur cette carte, vous voyez bien donc ici en noir est représentée la France métropolitaine et tout ce qui est indiqué dans les cadres constitue le territoire ultramarin. Ce territoire ultramarin est donc constitué essentiellement d'îles qui sont indiquées ici en jaune, mais également de la Guyane qui n'est pas une île, on verra plus tard, mais qui est située dans un continent, le continent de l'Amérique du Sud. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France possède 13 territoires en dehors de l'Europe. Attention, tout de suite, la Corse n'est pas considérée comme un territoire ultramarin puisqu'il fait partie de l'Europe. Tous ces territoires que l'on possède à travers le monde, ce sont des territoires que l'on a depuis la période coloniale. N'oubliez pas effectivement que depuis le XVIe siècle, la France a conquis différents territoires. Certains d'entre eux sont devenus indépendants, mais d'autres nous appartiennent toujours. Ces territoires sont quand même assez peuplés puisqu'ils représentent 2,6 millions d'habitants, soit 1 million de jeunes. Donc c'est une population qu'il ne faut pas négliger. Parmi ces territoires, 5 sont considérés comme des DROM. Les DROM sont indiqués ici dans les cadres rouges. Ce qu'on entend par DROM, ce sont des départements et des régions d'outre-mer. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces territoires-là, ce sont des départements comme la Saône-et-Loire. Ce qui veut dire clairement que la loi est la même dans ces territoires qu'elle l'est en France. Un exemple tout simple, le programme scolaire que nous faisons nous en ce moment en cours est le même qui est fait actuellement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion, qui sont donc nos 5 DROM. Nous avons également des COM, des collectivités d'outre-mer, qui sont représentées donc en fait ici en vert. Et nous avons donc dans ces COM-là, ce sont des territoires qui ont un petit peu plus d'autonomie. Par exemple, ce sont des territoires qui vont avoir leur propre fiscalité au niveau des impôts, si vous préférez, qui vont avoir une défense un petit peu particulière. Et puis 3 autres territoires qui ont un statut particulier, parmi lesquels la Nouvelle-Calédonie, Clipperton, et puis tous ces territoires, les terres australes et antarctiques. Ces territoires ultramarins ont des caractéristiques communes. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, tous ces territoires, la plupart de ces territoires, ce sont des territoires qui ont une position insulaire. Que veut dire insulaire? Ça veut dire que la grande majorité, ce sont des îles, sauf la Guyane, puisque il faut bien voir que la Guyane est située donc en Amérique du Sud. La deuxième caractéristique, ce sont tous des territoires qui sont de petite taille. Prenons l'exemple de cette carte-là. Vous voyez très bien donc en fait tous ces territoires qui sont représentés, mais qui ont toutes une toute petite superficie. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon fait simplement 242 km². Pour rappel, la France fait 550 000 km². Donc ce sont des territoires de petite taille. Les autres caractéristiques, ce sont tous des territoires qui sont très éloignés de la métropole, ce qui implique donc qu'il y a un décalage horaire important. Regardons sur la carte suivante. On voit très bien, par exemple, qu'ils sont très éloignés. Il faut beaucoup de temps, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, il fait pratiquement 23 heures, presque une journée pour se rendre en Nouvelle-Calédonie par avion. Et la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, qui sont tous les deux des territoires donc français, ont pratiquement 10 heures de décalage horaire par rapport à nous. Autre caractéristique, il faut bien voir que ce sont des territoires qui n'ont pas du tout le même climat qu'en métropole. La plupart des DROM ont un climat tropical avec une faune et une flore associées, donc ça veut dire qu'il fait chaud toute l'année. En Guyane, c'est un climat équatorial, il fait chaud toute l'année. Vous voyez que les températures sont à peu près au-dessus de 25 degrés toute l'année, y compris en hiver chez nous. Mais par contre, il pleut très souvent, alors que dans le climat tropical, il fait chaud toute l'année, mais il y a une saison sèche, une saison de pluie. Certains de ces territoires ultramarins, notamment Saint-Pierre-et-Miquelon, ont un climat qui est froid, voire polaire. Saint-Pierre-et-Miquelon est peu connu, mais comme vous le voyez ici, il y a de la neige très fréquemment. La moyenne annuelle est de 5 degrés, donc vous voyez, il ne fait jamais très chaud.
Ces territoires-là, pour la métropole, présentent de nombreux atouts. Ce qu'on entend par atout, ça veut dire que ce sont des territoires qui présentent des avantages pour la France. Premièrement, ce sont des territoires qui vont permettre de pratiquer une culture tropicale. En d'autres termes, on va pouvoir cultiver dans ces territoires-là des choses qu'on ne peut pas cultiver en métropole. Par exemple, des bananes, comme c'est le cas ici en Guadeloupe. On verra aussi, par exemple, des ananas ou encore de la canne à sucre. Deuxième atout de ces territoires, ce sont vraiment des territoires qui ont des paysages magnifiques, des paysages paradisiaques qui nous font rêver en ce moment. Regardez un petit peu ces territoires, ces longues plages avec cette mer transparente, translucide et les massifs coralliens. Des paysages qui ont une flore, c'est-à-dire des fleurs qui sont complètement variées, des animaux qui ne sont pas les mêmes qu'en France, mais également des territoires qui peuvent présenter des reliefs montagneux. Si on prend l'île de la Réunion, il faut bien voir que tout le centre est montagneux. Voilà encore ces plages pour vous faire rêver. Le troisième avantage de ces territoires, ce sont des territoires qui ont une position dans le monde qui va permettre à la France de jouer un rôle militaire important. Effectivement, dans ces territoires d'outre-mer, nous avons donc en fait des bases militaires. Et à quoi vont servir ces bases militaires? Premièrement, ça permet à l'armée française d'intervenir en cas de conflit pour protéger les intérêts de la France. Deuxième avantage, ça nous permet de sécuriser le commerce français dans le monde. Si par exemple, on voit notamment dans la mer Rouge qu'il y a des bateaux français qui sont menacés, eh bien les bases militaires, l'armée française qui est positionnée par exemple à La Réunion va pouvoir intervenir pour essayer de protéger nos bateaux. Ça va être également des territoires, comme ils sont très loin et très isolés, de faire des essais nucléaires. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, ça nous a permis de faire des essais nucléaires. Mais également, ça nous permet d'avoir des relations diplomatiques avec des États voisins. Je m'explique, prenons cette carte. Vous voyez, par exemple, si on a des bases militaires ici à La Réunion, ça permet à l'armée française d'intervenir n'importe où dans le monde s'il y a un problème. Mais ça a permis également de vérifier le commerce dans le monde. Tous ces territoires-là de terre australe et antarctique ont permis de faire des essais nucléaires. Enfin, la Guyane, par exemple, qui est très proche du Brésil, eh bien, ça va permettre à la France d'avoir des relations avec le Brésil, on verra notamment dans la construction d'un pont. Quatrième avantage de ces territoires ultramarins, ils nous permettent d'avoir la deuxième ZEE. Alors, qu'est-ce que c'est que la ZEE? Ce qu'on appelle la ZEE, c'est la zone économique exclusive qui est située au large des côtes. En d'autres termes, vous voyez toutes ces taches qui sont marquées en bleu, ce sont donc en fait des parties de la mer qui nous appartiennent à nous, la France. Donc ça veut dire que dans tous ces territoires qui sont bleus, pas ces territoires, excusez-moi, tous ces espaces maritimes qui sont en bleu, ce sont des territoires dans lesquels nous sommes la France, nous pouvons exploiter les ressources. Notamment, c'est là qu'on va pouvoir pêcher des choses. Mais par exemple, en Guyane, à côté de la Guyane, il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu qu'au large de la Guyane, il y a certainement du pétrole qu'on pourra exploiter dans la mer. Donc c'est un avantage considérable puisque je vous rappelle que c'est la deuxième zone économique exclusive, tout ça encore grâce à la présence de ces territoires qu'on a un peu partout dans les océans. Mais si ces territoires ont des avantages, il faut voir aussi que ces territoires ont aussi quelques difficultés. Premièrement, des contraintes naturelles. Des contraintes naturelles, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui ont souvent des problèmes climatiques. Effectivement, nos territoires ultramarins peuvent être frappés par les cyclones ou les tsunamis. Rappelez-vous, en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, lorsqu'un cyclone, le cyclone Irma, s'est abattu sur l'île Saint-Barth, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça avait fait quand même plusieurs centaines de morts, et puis ça avait complètement ravagé les habitations. Ce sont également des territoires qui peuvent connaître des séismes et des éruptions volcaniques. Effectivement, dans ces territoires-là, on va trouver des volcans qui sont encore en éruption, qui peuvent être encore en éruption. Le volcan Piton de la Fournaise ici, par exemple ici à La Réunion, ou encore d'autres volcans qu'on va trouver ici en Guadeloupe, celui qu'on appelle la Soufrière. Par exemple, l'éruption de la montagne Pelée en 1902 avait fait quand même 30 000 morts. Donc certes, c'était il y a plus d'un siècle, mais c'est quand même un problème qui peut encore subsister. Deuxième difficulté de ces territoires, ce sont des territoires qui ont beaucoup plus de difficultés économiques que la France. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'économie de ces territoires a souvent été basée traditionnellement sur l'agriculture de plantation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait donc y planter de la canne à sucre, des ananas, des bananes. Donc c'est avantage puisque ce sont des produits-là que nous on consomme en France et qu'on peut faire venir directement de nos DROM.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces territoires-là, il y a très peu d'industrie parce qu'il y avait très peu de minerais. On a un peu de minerais donc en fait en Nouvelle-Calédonie, et l'exception de l'industrie, c'est celle que l'on va trouver en Guyane, puisque c'est en Guyane notamment qu'on va fabriquer, les fusées au centre spatial de Kourou. Voilà l'une des seules industries qu'on va pouvoir trouver. Ce qui veut dire que l'économie, c'est essentiellement une économie tertiaire. Ce qui veut dire que les Drom vont vivre beaucoup du tourisme. Pour eux, c'est très important. Par exemple, en Polynésie, on a plus de 200 000 touristes. Dans les Antilles, alors retenez bien, hein, ce qu'on appelle les Antilles, c'est la Guadeloupe, mais également la Martinique. On a plus de 600 000 touristes par an et 400 000 touristes à La Réunion. Autant vous dire en ce moment que nos Drom souffrent énormément, puisque avec l'épidémie du Covid-19, eh bien, il n'y a plus de touristes dans ces régions-là, et donc ça veut dire que c'est des régions qui ont encore plus de difficultés économiques qu'on peut en avoir ici en métropole. Le secteur tertiaire est donc très développé. La plupart des habitants donc en fait de ces territoires ultramarins vont vivre du commerce, donc encore du tourisme, ou peuvent travailler dans la fonction publique, par exemple dans les hôpitaux, dans les écoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette économie, elle repose beaucoup sur les aides que la France pourra leur donner, ou encore par les aides de l'Union européenne, mais ça, on verra ça dans l'épisode numéro 2. Troisième difficulté de ces territoires ultramarins, c'est une population jeune, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est frappée par le chômage. Regardez un peu le taux de chômage, qui est vraiment énorme. On est au-dessus de 20%, alors qu'en métropole, on est un peu moins de 10%, enfin jusqu'à présent, ce qui est véritablement un problème. Cette population donc vit beaucoup dans la pauvreté. On a beaucoup de logements illégaux, si vous voulez, de bidonvilles. L'un des cas à retenir, c'est Mayotte, hein. Vous voyez là ici un exemple de bidonville qu'on peut trouver à Mayotte. Et puis également beaucoup de personnes qui ne savent pas lire et écrire, avec un taux d'illettrisme assez élevé, qui est à peu près à 58%. Cette pauvreté est vraiment accentuée par le fait que ces territoires connaissent l'immigration. En effet, même si ce sont des territoires qui n'ont pas une économie développée, ce sont des territoires qui sont quand même un peu plus développés que leurs pays voisins. Je prends par exemple ici la Réunion. Vous voyez que la Réunion va attirer beaucoup d'Africains, parce que l'Afrique est beaucoup plus pauvre que la Réunion, qui vont venir s'installer ici à la Réunion, ou de Comoriens qui vont espérer trouver un niveau de vie qui sera meilleur. C'est le cas aussi de la Guyane, qui va attirer les habitants de l'Amérique du Sud. Donc autant de difficultés pour ces territoires qui sont déjà frappés par le chômage, mais qui parfois ont des difficultés à intégrer ces migrants. Voilà Mayotte avec ses Comoriens, donc en fait, qui sont assez nombreux. Dernière difficulté de ces territoires, ce sont des territoires qui sont vraiment inégalement développés. Si je prends le cas de la Réunion, on voit vraiment que c'est le littoral, c'est les côtes qui sont les plus développées, alors que le centre, ça reste plutôt vide. C'est un peu notre diagonale du vide, si vous préférez. Effectivement, si on regarde la Réunion, c'est ici que l'on va trouver les quelques centres économiques, les quelques villes qui seront présentes, et le centre restera entièrement rural. Question qu'il faut se poser maintenant, c'est que l'un des objectifs de l'aménagement sera donc de lutter contre cette pauvreté et ces inégalités. Oui, mais comment? Qui paie? Pour quels résultats? C'est ce que nous verrons au prochain épisode.